Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce dimanche matin dans Correspondant sur France Info. Le regard des journalistes européens et américains aujourd'hui installés dans l'Hexagone sur notre actualité. Je me glisse et c'est pas facile dans les chaussures de Martin Baumer qui sera très vite de retour. On l'embrasse d'ailleurs. En ce dimanche de vote, les bureaux ont ouvert depuis plus de 2 heures maintenant pour le second tour des législatives. On y sera dans quelques minutes en direct avec nos envoyés spéciaux à Paris et Marseille. Bonsoir à tous les deux. Et on en parle avec vous sur ce plateau. Birgit Holzer, bonjour madame. Bonjour. Vous êtes correspondante allemande à Paris pour plusieurs quotidiens régionaux allemands. Face à vous, Anna Navarro, bonjour madame. Bonjour. Journaliste portugaise à Paris. Et puis Eduardo Coué, comme la méthode, je me permets, c'est vous qui me l'avez dit. Journaliste américain indépendant, correspondant régulier pour i24 News. Et on va regarder en images l'actu du jour. Rappelez-vous, plus d'un électeur sur 2 s'est abstenu pour le premier tour des législatives. Qu'en sera-t-il en ce dimanche 19 juin, second tour des législatives? C'est l'un des principaux enjeux de la journée sur laquelle les candidats ont insisté. Et ce sera notre premier thème, la montée, le poids de l'abstention et son corollaire, la participation. Les bureaux ont donc ouvert en métropole depuis 8 heures ce matin. Plus de 48 millions d'électeurs appelés aux urnes aujourd'hui. Le ministère de l'Intérieur doit donner à midi ces chiffres qu'on attend, les premiers chiffres du taux de participation. Bonsoir. Bonsoir, ben voilà, j'étais sûre que j'allais la faire celle-là. Bonjour Florence Steele, je ne suis pas du matin, il faut que je m'habitue. Vous êtes dans un bureau du 4e arrondissement, Florence de Paris. La participation, je le disais, est scrutée de près. Oui, évidemment, c'est la grande interrogation de ce second tour, savoir combien de Parisiens vont se rendre aujourd'hui aux urnes. Alors, dimanche dernier à Paris, le taux d'abstention était de 44,8%, soit 1,5 point de plus qu'en 2017. Alors à Paris, l'affiche de ce second tour se résume essentiellement à des duels entre la NUP et la majorité présidentielle. Ici, dans la capitale, 3 ministres d'Emmanuel Macron jouent même leur poste au gouvernement. Alors cela mobilisera-t-il les électeurs plus d'un côté ou d'un autre? C'est l'autre enjeu de ce scrutin, d'autant plus que dimanche dernier, 3 députés, cette fois issus de la NUP, ont été élus déjà dès le premier tour. Il reste donc 15 sièges de députés à attribuer dans une ville qui est littéralement coupée en deux. Au nord, à l'est et au sud, c'est la NUP qui a emporté les élections lors du premier tour des législatives dimanche dernier. Les arrondissements de l'ouest parisien ont plutôt donné avantage soit à la majorité présidentielle, soit aux Républicains. En tout cas, quoi qu'il en soit, il reste 10 heures maintenant aux électeurs parisiens ou de toutes les grandes villes de France pour faire leur choix et venir voter. Merci beaucoup Florence pour ces toutes premières précisions de ce que vous avez observé ce matin dans ce bureau de la 4e circonscription à Paris. Premier tour de table avec nos invités. C'est ce que vous allez scruter aussi chacun aujourd'hui. La participation, c'est emblématique de ces législatives, premier et second tour. Birgit. Oui, bien sûr, parce que c'est un marqueur important qui montre déjà ce qu'on constate depuis des années, qu'il y a de moins en moins, je dirais pas d'intérêt des Français à la politique, mais de moins en moins d'envie, on est de moins en moins convaincus qu'il y a plusieurs alternatives, dont une représente vraiment ce qu'on souhaite comme politique. Et c'est effectivement assez inquiétant pour une démocratie de voir que les votes quand même pour le Parlement, qui sont un des piliers du pays, n'intéressent même pas la moitié des électeurs. Est-ce que c'est parce qu'on est aussi un régime très présidentiel? Parce que j'entends l'Allemagne aussi dans ce que vous dites. C'est vrai que dans beaucoup de pays européens, le Parlement a un poids, mais en France, c'est très présidentialisé. Et on le constate même avec la participation entre la présidentielle et les législatives, Anna. Je conteste un peu parce qu'un régime présidentiel
prenons l'exemple des États-Unis, ce n'est pas forcément un régime où le législatif est à la botte de l'exécutif. Vous trouvez que c'est le cas en France ? C'est le cas en France. C'est le cas en France, surtout depuis Ve République déjà, même avant le changement de calendrier des législatives et le raccourcissement du mandat présidentiel. Il en parlait déjà de Parlement Godillot, un petit peu, à cause du scrutin majoritaire à 2 tours, qui donne une majorité très, très importante, plus importante que le pourcentage de vote. Mais depuis que ce changement de calendrier, c'est devenu quelque chose de quasiment d'absurde. Et le manque d'intérêt pour les législatives a aussi, si vous parlez avec les gens, mais ça sert à rien. C'est juste... Parfois, j'ai entendu des mots très durs, des gens qui sont très politisés, qui disent c'est des supplétifs du président, quoi. La représentation parlementaire, ce n'est pas juste acter la politique gouvernementale et acter les changements législatifs souhaités par l'exécutif. Alors on le voit, hein, je vous interromps parce qu'il y a un enjeu, on va en parler tout à l'heure, mais on voit qu'il y a eu cette montée et cette dynamique de la NUP. Est-ce que vous pensez, Eduardo Coué, que ça peut justement... redonner un peu d'enjeu à nos élections législatives qui sont souvent considérées en France ces dernières années, comme le soulignait Anna, comme presque un supplétif de l'élection présidentielle ? Bon, moi, ce que je pense, c'est que si jamais le parti du président n'a pas une majorité absolue, à ce moment-là, il y aura presque mécaniquement plus de rôle pour le Parlement, pour l'Assemblée nationale, parce qu'il va falloir trouver des alliances, ça ne sera pas du tout facile, et donc même la droite ne sera pas nécessairement toujours d'accord avec M. Macron, par là je veux dire les députés de M. Philippe, par exemple, ou même les MoDem, s'ils savent qu'ils ont un rôle très important, qu'ils peuvent être les faceurs du roi, comme on dit, ils vont avoir des exigences. Donc, ça risque de remettre l'Assemblée nationale un peu plus dans le jeu politique. Il faut dire tout de même qu'on se demande pourquoi les Français ne vont pas voter. Vous, c'est une question, parce que vous comparez avec vos pays, ça vous interpelle particulièrement, cette participation en France, quand même une vieille démocratie européenne qui baisse inexorablement depuis plusieurs années ? Ou c'est une constante que vous voyez aux États-Unis, en Amérique, que vous voyez ailleurs en Europe ? Aux États-Unis, le taux de participation a été toujours très bas, que ce soit pour la présidentielle, que ce soit pour les congrès. Mais une chose qui m'avait beaucoup frappé quand je suis arrivé en France, c'était justement le taux de participation qui était bien au-delà de 80%. Donc oui, ça interpelle, mais il y a des raisons de fond pour tout cela. Et c'est la principale, c'est comme ça a été dit, c'est que les Français se rendent compte que l'Assemblée nationale aujourd'hui ne sert pas à grand-chose et qu'elle n'a pas beaucoup de pouvoir. Maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer, mais quand M. Macron parle de son nouveau... pour le Conseil. Le Conseil pour la... Alors là, c'est quel rôle... Le CNR. Voilà, quel rôle est-ce que ce Conseil aura vis-à-vis de l'Assemblée nationale? Il me semble que si on veut mettre l'Assemblée nationale dans le jeu politique, on ne forme pas un Conseil pareil, quoi. Anna, vous vouliez réagir? Oui, effectivement, le taux de participation baisse un peu partout en Europe, peut-être en Allemagne un peu moins que dans le reste de l'Europe. Il a baissé aussi, dernièrement. Oui, c'est toute il y a une fatigue, démocratique européenne. Et très curieusement, remarquez une chose, les dernières européennes 2019 en Europe, il y a quand même eu une augmentation de la participation en Europe de 8-9%. Donc, parce qu'on disait qu'il y avait un rôle accru du Parlement, et puis je pense que les prochaines, après ce que fait cette commission et ce que fait ce Parlement, je pense qu'il y aura peut-être une déception qui se traduira dans les urnes aussi. Mais je ferme cette petite parenthèse. Dans tous les pays, même le mien, qui est une jeune démocratie, parce que la dictature a été abolie en 1974, enfin, il a été balayé en 1974, même dans ce pays, il y a une déception et une participation moindre des électeurs. Et donc, les raisons sont au-delà des spécificités françaises dont on a parlé, mais elles sont souvent dans le sens que les partis politiques qui sont un poids aujourd'hui tels qu'ils ont été créés
dans notre modernité aujourd'hui empêchent, dans leurs enjeux de pouvoir, dans leur raffinement des jeux de circonscription, de vote, etc., ils empêchent vraiment la remontée des intérêts des électeurs, que les politiciens ne sont pas attentifs et les représentants ne sont pas attentifs aux vraies préoccupations des électeurs aussi, des citoyens. Et il y a parfois même une sorte que cette idée que on va voter, on va mettre un vote dans l'urne et c'est un chèque en blanc pour 5 ans, ça ne convient plus aux Vous êtes sévère, hein, je fais réagir Birgit, c'est sévère quand même comme diagnostic ou vous partagez cette sévérité ? En fait, je pense que pour les 5 dernières années, on avait effectivement cette impression que de toute façon, il y a un président qui décide de tout parce qu'il a la majorité absolue au Parlement, donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Après, effectivement, ce qui est l'intérêt peut-être de ces élections-là, c'est que ça peut changer. Et peut-être on peut se rendre compte qu'effectivement, avec la fameuse dynamique à gauche qui était un petit peu... oui, mais surtout notamment avec le fait que peut-être le président n'aura pas une majorité absolue, donc il va falloir composer avec un Parlement qui existe, avec des parlementaires qui ont des avis, qui ont des sensibilités différentes, et peut-être ça peut même redynamiser un peu la politique en France. Je pense c'est d'un point de vue allemand pas du tout choquant d'avoir vraiment des sensibilités qu'il faut mettre d'accord sur une loi, sur des projets de loi. Alors, je vous interromps parce qu'on a plein de choses à se dire. J'ai vu Eduardo, je note, je vous donne la parole dans 1 minute, mais on continue notre discussion et on va en reparler évidemment ensemble. Ceux qui voteront aujourd'hui, vous le rappeliez, les uns et les autres, pèseront sur 2 enjeux. Le poids de la majorité présidentielle pour qui la majorité absolue semblait s'éloigner ces derniers jours et le nombre de sièges pour l'alliance de la NUP. Comment et combien pèsera la NUP ? C'est donc notre second thème aujourd'hui. Nous partons tout de suite dans une ville emblématique, s'il en est, dans le fief de Jean-Luc Mélenchon à Marseille, où Manuel Bompard affronte la candidate de la majorité présidentielle, Najat Hakadat. Bonjour Christophe Carnino, on vous retrouve Christophe en direct donc de la cité phocéenne. La NUP est-elle en terrain conquis ? Alors en terrain conquis, pour le moment, difficile de le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle surfe sur une très belle dynamique à l'issue de ce premier tour, puisque la nouvelle Union populaire écologique et sociale est en lice dans 5 des 7 circonscriptions marseillaises et même plus largement dans 10 des 16 circonscriptions des Bouches-du-Rhône. Alors vous l'évoquiez, l'une des figures emblématiques, c'est Manuel Bompard, fidèle lieutenant de Jean-Luc Mélenchon, dont il a pris d'ailleurs la succession dans la 4e circonscription marseillaise. Emmanuel Bompard, eh bien, il sera opposé, comme vous le disiez, à la candidate d'ensemble, Najat Hakadat. Et il avait récolté un score assez impressionnant de 56% au premier tour. Malheureusement pour lui, pas suffisant pour se qualifier directement. La faute à une trop forte abstention. Et justement, c'est l'un des indicateurs qui pèsera aujourd'hui. Le taux de participation, c'est ce taux qui permettra ou non à la NUP de surfer toujours sur cette belle dynamique. Et ce sera un peu compliqué puisque dans les Bouches-du-Rhône, l'abstention avait été l'une des plus élevées de France au premier tour. Et on suivra ça, évidemment, Marseille, avec vous toute la journée et toute la soirée. Merci beaucoup, Christophe. Alors, comment voit-on depuis l'Europe et les États-Unis cette montée de la gauche emmenée par la France insoumise ? Je vous donne la parole, Eduardo. On sait que déjà la gauche classique en France fait parfois s'évanouir les Américains. Donc du coup, la NUP, on voit ça comment de chez vous ? Et vous, quel regard portez-vous sur ce qui s'est passé avec cette dynamique qui s'est enclenchée autour de Jean-Luc Mélenchon en France ? Ce qui est clair, c'est que la gauche française est devenue beaucoup plus radicale maintenant. Parce que les partis socialistes, par exemple, ne comptent pas pour grand-chose, les Verts non plus, et donc l'ensemble de la gauche est allé encore plus à gauche. C'est sûr que si Jean-Luc Mélenchon devenait Premier ministre, par exemple, les États-Unis ne seraient pas très contents. Mais il y a tout de même M. Macron qui est là et qui domine la politique de défense et la politique étrangère. Ce n'est pas comme en 1981, quand Mitterrand a été élu, qu'il a fallu envoyer le vice-président George Bush pour
pour lui dire, écoutez, qu'est-ce que c'est que cette histoire de nommer des ministres communistes dans les gouvernements. On n'est pas là. Donc ça, ce n'est pas un véritable danger. Mais en ce qui concerne la politique intérieure française, c'est sûr que la gauche, qui se révèle beaucoup plus fort qu'on ne l'aurait pas cru il y a à peine quelques semaines, elle est beaucoup plus à gauche maintenant. Bon, est-ce qu'on verra ce qui se passe ce soir, évidemment, mais je pense que du point de vue de la politique étrangère, de la défense, de l'appartenance à l'OTAN, par exemple, il n'y a pas vraiment de danger. Birgit, avec votre regard de correspondante allemande, en préparant cette émission avec vous tous, je me disais qu'en Allemagne, on a vraiment cette habitude de construire des coalitions. On voit la coalition aujourd'hui qui est rouge, verte et jaune, me semble-t-il, avec les libéraux. En France, il y a eu un vent de panique là, qui a soufflé parce qu'on se dit comment on va faire. Mais effectivement, on peut peut-être retrouver une fonction d'une assemblée qui se comporte comme un acteur à part entière de la démocratie. Oui, c'est une autre culture politique quand même. Après, chez nous, en Allemagne, on discute après les élections. Donc d'abord les élections et après, on se met ensemble autour d'un programme commun. Je pense qu'effectivement, cette nouvelle force de la NUP peut changer les équilibres existants à l'Assemblée nationale et forcer le gouvernement en place à réajuster sa politique, à renégocier surtout. Probablement, si ça va être le cas, ça va être une renégociation ou une négociation autour des projets un par un. Ça va pas être... en Allemagne, vous avez vraiment un programme de coalition qui va être tenu pendant 4 ans. Là, c'est pas le même système en France. Mais je pense, encore une fois, ça peut être une chance aussi pour plus de débats démocratiques qui manquent. Et ces 5 dernières années, ou même les dernières décennies, on a vu un président, un camp présidentiel presque face à la rue. Donc, beaucoup de Français avaient l'impression que quand on est à l'opposition, il faut l'exprimer à la rue, au lieu de remettre ces débats ou d'avoir ces débats au sein d'un Parlement. Je vais vous donner la parole, Eduardo. Je voudrais juste qu'on tourne avec Anna. On a vu la gauche radicale ailleurs. Vous parliez de la gauche radicale qui montait, qui était puissante en France. On l'a vu avec Podemos, on l'a vu aussi au Portugal. Et maintenant, c'est la France ? C'est le tour de la France. Qu'est-ce que la gauche radicale? Déjà, elles sont très différentes selon les pays. Sans jugement de valeur, mais sans doute plus politisée. Au Portugal, on est au Portugal et là donné son aval à une coalition uniquement parlementaire avec le parti dominant, le Parti socialiste, qui est un parti de centre-gauche, centre-droite, très rose, très 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 pâle. Mais ça a marché pendant quelques années et puis c'est arrivé à sa belle fin. Élection anticipée et le Parti socialiste en est sorti gagnant avec la majorité absolue. Donc oui, parce que je pense qu'il y a quand même une fatigue énorme avec des politiques libérales qui sont perçues comme violentes et comme ayant un impact négatif au quotidien dans la vie des citoyens. Et donc, il y a un retour vers des promesses de plus grand partage, de plus grande solidarité aussi, de plus grande justice sociale. Il y a une demande de justice sociale en Europe actuellement. Est-ce que les partis politiques traditionnels y répondent? Pas nécessairement la social-démocratie, qui semble être ankylosée, qui semble être un peu déconnectée de la réalité des respectifs pays. Je ne parle pas pour l'Allemagne où elle vient de gagner, évidemment. Mais là aussi, ce n'est pas évident. Et je pense qu'en Europe, c'est le cas vraiment d'une gauche radicale qui est la locomotive de la gauche, c'est la France en ce moment. Et en cela, c'est très intéressant à observer. Eduardo, vous vouliez faire une remarque, puis on passe à notre troisième thème. Je voulais dire qu'on a beaucoup parlé de la majorité absolue, mais tous les présidents français dans la Ve République, hors cohabitation, ont eu la majorité absolue. Les véritables problèmes, il me semble, c'est que les véritables raisons pour l'abstention, c'est tout simplement que l'Assemblée nationale n'est pas représentative des forces politiques dans les pays. C'est-à-dire de la proportionnelle, c'est ça qu'il faudrait ? La proportionnelle, mais aussi l'interdiction du cumul des mandats. J'ai toujours pensé que c'était une très mauvaise idée parce qu'avant, on pouvait être député à l'Assemblée nationale et aussi élu local. Et donc, ça voulait dire qu'on était beaucoup plus près. Il y avait un lien, on était beaucoup plus près du peuple. Et toujours, dans tous les pays démocratiques,
les gens voient les représentants nationaux comme représentants à l'Assemblée, mais aussi comme des gens qui peuvent faire quelque chose pour leurs problèmes quotidiens. Alors ça n'existe plus. Donc il faut vraiment que ça change, que le système, il me semble, une certaine dose de proportionnel, c'est sûr, mais aussi d'autres changements structurels pour redonner vie à l'Assemblée nationale et pour que les Français se disent que ça sert à quelque chose. Ce n'est plus le cas. Sinon, il me semble qu'on va continuer à avoir des taux d'abstention de plus en plus forts. Un plateau d'invités et de journalistes américains et européens. Quoi de mieux pour commenter l'une des images fortes de la semaine, le quatuor européen à Kiev autour de Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Mario Draghi et le président roumain. C'est notre troisième thème ce matin. Eduardo, vous aviez la parole, je vous la laisse. Comment on voit ça avec un œil américain? Est-ce qu'on tremble du retour de la vieille Europe ou est-ce qu'on se dit enfin elle prend un petit peu sa place dans cette crise et guerre ukrainienne? Bon, ce qui est sûr, c'est que la visite à Kiev a été beaucoup trop tard. De la part du Quatuor ou de la part d'Emmanuel Macron? De la part d'Emmanuel Macron. En tant que président du Conseil européen pour la France? Il aurait dû y aller il y a 3 mois, comme tous les autres. Bon, la mise en place, la mise en scène a été très bien faite, mais toute l'attitude de M. Macron a été beaucoup trop floue. Et l'effet, c'est que les pays qui ont eu raison, ce sont les pays de l'Europe de l'Est et les pays baltiques. Ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas la France qui... Parce qu'ils sont plus près aussi de la crise ou de la frontière. Oui, mais c'est-à-dire c'est une question de vouloir voir la réalité. Et l'attitude de M. Macron, elle est très mal comprise aux États-Unis, je peux vous le dire, parce qu'elle est trop floue. L'histoire de ne pas humilier Poutine, vraiment, on a beaucoup de mal à comprendre comment est-ce qu'il pourrait dire une chose pareille. Et puis, il veut se mettre dans une situation de médiateur qui, vu outre-Atlantique, n'est pas la sienne, c'est pas sa place. C'est pas la France qui sera le médiateur de cette histoire. Pardonnez-moi, mais ça, c'est aussi un prisme américain vieux comme le monde. Mais vous me demandez, vous me demandez comment on voit les choses, je vous le dis. C'est comme ça, non, tout à fait. C'est-à-dire que même, d'abord, il sera plus président de l'Union européenne dans quelques jours, mais c'est une négociation quand le moment viendra. Et ce n'est surtout pas le moment maintenant. Et les États-Unis pensent que ce n'est pas le moment parce que sinon, ils n'auraient pas voté 40 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. Donc, on a du mal à se placer vis-à-vis de la position de la France. Alors, Birgit, même question, mais il y avait aussi votre chancelier qui était là, enfin le vôtre, le chancelier allemand. Oui. Et c'était un peu... pour aller dans le sens d'Eduardo, la vieille Europe aussi qui était là. L'Italie, l'Allemagne, la France. Il y avait juste la Roumanie pour l'Europe de l'Est. Oui. Quel regard vous avez porté? Est-ce que vous êtes aussi sévère qu'Eduardo? Oui, je suis assez sévère comme Eduardo. Je pense qu'effectivement, c'est important. Ces 3 plus grands membres fondateurs de l'Union européenne. C'est un message fort, mais il vient tardivement. Ouais. Olaf Scholz, le chancelier allemand, a été très, très critiqué aussi d'avoir beaucoup hésité, non seulement pour le voyage à Kiev, c'est très bien de le faire dans un quatuor, mais aussi pour les armements, de livraison d'armes, aussi pour les sanctions, parce que c'est les conséquences pour l'économie allemande vont être fortes. Et Olaf Scholz n'avait pas une position très, très claire, comme Emmanuel Macron. Et je pense qu'il y a un décalage entre les paroles, entre dire on est à votre côté, on est vos amis, on est là, et de l'autre côté, attendre des mois pour venir, pour envoyer ce signal fort, attendre, comme en Allemagne, des mois pour livrer des armes. Il n'y a toujours pas d'armes lourdes arrivées en Ukraine de la part de l'Allemagne. Donc je pense que là-dessus, même Olaf Scholz, le chancelier, et Emmanuel Macron se rejoignent un peu dans cette position flou. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, si c'est le côté du diable, mais pardon, le continent européen est à quelques heures de vol de Moscou. C'est la première fois après la Bosnie et la Géorgie qu'une guerre d'amplitude potentiellement mondiale débarque dans le continent européen. Est-ce que ce n'est pas logique
de faire aussi preuve de prudence quand on voit déjà les conséquences économiques de cette guerre sur la population européenne et que 2 chefs d'État s'interrogent, même si dans le tempo, est-ce que c'est pas plus facile quand on est aux États-Unis d'être offensif que quand on est à 2 heures de vol ou 3 heures de vol de Kiev, Anna? Oui, absolument. N'oublions pas que nous devons utiliser le mot supplétif tout à l'heure pour l'Assemblée, l'Europe ne doit pas être le supplétif des États-Unis dans ce conflit-là. Ce n'est pas la peine de le rappeler, mais quand même, des gens comme Hubert Védrine, de temps en temps, le rappellent. Donc, je remets une couche, c'est pas mal non plus. Pendant 8 ans, Moscou a demandé une conférence sur la sécurité en Europe et des assurances que l'Ukraine n'entrerait pas dans l'OTAN et qu'il n'y aurait pas d'armement ni de troupes de l'OTAN en Ukraine, à la frontière de la Russie. Bon, ça n'a pas été entendu ni accepté et on en arrive à cette situation aussi. Il y a une invasion et doit être condamné et fermement. On n'envahit pas un territoire pour faire des gains de territoire. Là aussi, la Russie dit que c'est pour garantir sa sécurité aussi, mais donc c'est condamnable et condamné. Cela dit, il y a des raisons géopolitiques pour l'Europe à tenir compte. On a parlé abondamment du gaz et du pétrole, mais le gaz surtout, évidemment. Les importations qu'on doivent venir de la Russie et de l'Ukraine, et puis les échanges commerciaux. Et tout cela doit être tenu en compte dans la réaction des Européens. Ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent, ou plutôt, ça a été fait en cachette, ambigu, dans la flou. C'est vrai. Le matin, on adopte des sanctions, on supprime les possibilités d'échange. Et le soir, on dit on maintient ça ouvert pour payer le gaz. Ah oui, cette solution que Moscou nous propose de payer en euros à Gazprom. Gazprom convertit les euros en roubles et nous, on peut acheter du gaz. Tout ça, c'est extrêmement ambigu, c'est connu et ça n'abonne pas dans le sens d'une Europe forte et courageuse. Et puis, émotionnellement, aller dans le sens d'un appui total, je dirais même plus à l'Ukraine, c'est à Zelensky. Et Zelensky, c'est quelqu'un qui reçoit ses conseils, j'irais presque parfois ses ordres de Washington, parce que c'est de Washington qu'il dépend, que l'Ukraine dépend. Et là, je suis entièrement d'accord avec Eduardo quand il dit à la fin, c'est pas Macron c'est pas l'Europe qui va être négociateur. C'est les États-Unis. Quand il y aura une négociation pour finir ce conflit, ce sera entre les États-Unis, ce sera entre Washington et Moscou, et personne d'autre. Ça s'appelle la realpolitik, et si l'Europe dépend du gaz russe, c'est la faute à l'Europe. Je suis désolé, ça fait 20 ans que ça dure avec Poutine. 20 ans. L'Europe, d'abord avec l'Allemagne, n'a pas voulu voir cette réalité, c'est tout. Deuxième chose, il y a une situation d'une agression militaire contre un État souverain qui est inacceptable. Inacceptable. Oui, mais bon, les États-Unis ont apprécié des États souverains, pensons à l'Irak, pensons à l'Afghanistan. Donc, effectivement... Donc, il faut pas... Donc, vous allez quoi? La situation n'est pas manichéenne, elle n'est pas blanche d'un côté, noire de l'autre. La situation, c'est des tons de gris partout. Les États-Unis ne sont pas une preuve en géopolitique d'une probité morale, militaire et politique extraordinaire. Il y a une agression militaire très forte avec des violations des droits de l'homme pas possibles. Des innocents qui sont tués, des écoles, des hôpitaux qui sont bombardés, et vous voulez négocier quoi? Non, mais bien sûr, mais en même temps, on ne voit pas non plus, on sort peut-être, mais on va conclure d'un mot, on ne voit pas non plus Joe Biden à l'offensive incroyable pour dire faisons une conférence, c'est inadmissible, le rendez-vous... vous voyez, il y a quand même un hiatus aussi de... Il a peu parlé, mais il a beaucoup agi. Il y a la possibilité... Mais on sait que la parole, ça compte aussi, ça a un poids. Oui, il est mais pas forcément moi, je à la préfère pointe. les actes. Je préfère les plus de 40 milliards de dollars Les États-Unis et l'Europe n'ont pas forcément les mêmes moyens. Et non, mais je ne dis pas l'Europe a fait. L'Europe, y compris la France et l'Allemagne, ont fait leur part. Hein, je reconnais. Mais là où je m'énerve un peu, c'est que ce n'est vraiment pas... Si on laisse passer ceci, ce ne sera pas fini. Et on a la preuve du comportement de M. Poutine depuis 20 ans maintenant. Il faut l'arrêter net, c'est tout. D'abord, les États-Unis disent qu'ils ne veulent pas un changement de pouvoir à Moscou, donc c'est intéressant à observer ça. Et puis n'oublions pas qu'à la veille, quand la Russie amassait des troupes à la frontière de l'Ukraine, Biden dit quoi? Et les mots comptent, les États-Unis n'interviendront pas si la Russie envahit l'Ukraine. Parce qu'il n'avait pas envahi un pays souverain. Il a le droit de mettre ses troupes à sa frontière s'il veut. Non, il a dit si
si envahit l'Ukraine, nous n'interviendrons pas. Le mot, c'est c'est animeux, une c'est ça qui est bien. Je ne suis pas l'ambassadeur des États-Unis. Je ne suis pas d'accord avec cette politique de Biden. Birgit, le mot de la fin. Le mot de la fin. Allez, grosse responsabilité. Conclure. Oui, c'est une grosse mais responsabilité. Mais on sent que il y a de l'enjeu. Oui, bien sûr. Et je dirais même qu'en Allemagne, on débat encore plus fortement autour. Justement, on a ce genre de débat. Est-ce qu'il faut, pour arrêter cette guerre, peut-être négocier, ou est-ce qu'il faut simplement stopper net M. Poutine, parce c'est une personne avec laquelle on ne peut pas négocier. Et ce n'est pas parce que l'OTAN était proche, elle n'était pas en Ukraine, elle était proche. Ce n'est pas pour ça que M. Poutine a envahi l'Ukraine, mais c'est parce qu'il voulait agrandir son pays, parce qu'il a encore des rêves, de rêves d'un ancien... Il a dit lui-même. D'un ancien siècle. Poutine a dit ça lui-même. Voilà, les divisions européennes et américaines reflétées sur le plateau des correspondants, et c'est bien normal. Merci infiniment à tous les trois. Merci Anna d'avoir été avec nous. Merci Birgit pour la presse allemande, et merci Eduardo Coué pour ce regard américain qui a mis de l'animation comme ça dans notre émission. Nous serons de retour évidemment la semaine prochaine. J'espère que vous serez entre les mains rassurantes de Martin. Tout de suite, c'est Le Monde dans tous ses états qui se demande justement jusqu'où ira Vladimir Poutine. À tout de suite sur France Info.